On va appeler notre intervenant suivant, du coup. Pour l'intervention suivante, on va parler d'organisation de parcours, de guidance adaptée aux besoins des parents. Et on va aller à Versailles avec le professeur Mario Speranza. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes prof à l'université Paris-Saclay. Et on va aller à Versailles. Et puis on fera tout à l'heure encore des tours de France pour aller voir des exemples très concrets. Mais là, on commence par Versailles. C'est à vous. Merci. Mon propos va s'inscrire dans la continuité de ce que le professeur Purper a commencé à évoquer, la nécessité d'adapter et de diversifier l'offre de guidance aux besoins des parents. En effet, on sait que la guidance est actuellement largement recommandée par les guidelines internationales, que ce soit le NICE en Angleterre, par l'HAS récemment. Et on sait que la guidance est efficace et il y a de plus en plus d'études qui démontrent son efficacité avec des études scientifiques de qualité. En effet, dans la pratique, cependant, nous faisons souvent le constat que les parents y accèdent peu ou ils s'y engagent parfois plus difficilement et avec un certain nombre de abandons, d'arrêts ou d'engagements partiels dans ces programmes. Et donc, la question que nous nous sommes posée à Versailles depuis quelques années était plutôt simple. Ce n'est pas trop quoi proposer, qui est une question évidemment pertinente d'un point de vue du choix et des données scientifiques, mais c'est aussi comment organiser concrètement l'accès à ces guidances. Comment faire en sorte que les parents puissent accéder réellement à ces guidances qu'on peut proposer. Et donc, je souhaitais essayer d'introduire un certain nombre d'éléments pratiques associés à la conceptualisation qui a été déjà évoquée par mes collègues. En effet, pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Pourquoi la guidance n'est pas toujours présente? Comment expliquer ce décalage? Alors, d'un côté, c'est un lien avec ce que les parents peuvent vivre. C'est les parents qui ont un enfant qui présente un trouble du développement, sont souvent chargés de beaucoup de responsabilités, de fatigue. C'est un travail quotidien d'accompagner un enfant et donc ils peuvent être en difficulté pour mobiliser des énergies supplémentaires pour s'engager dans les questions de guidance. Mais il y a aussi des contraintes pratiques, organisationnelles, la difficulté à trouver le temps de se mobiliser pour ces guidances. Avec des expériences parfois d'échecs ou de difficultés, le sentiment que parfois d'avoir déjà essayé certaines stratégies qui n'ont pas marché ou qui ont marché un temps et puis ne fonctionnent plus. Et puis aussi parfois la difficulté à projeter dans l'idée d'un changement possible, avec un sentiment parfois d'impuissance ou d'un sentiment ce n'est pas toujours efficace ce qui est mis en place. Mais il y a aussi des difficultés qui viennent du côté des professionnels. Ces dispositifs de guidance, ces stratégies de guidance, on a vu plus ou moins structurées, ne sont pas connues par les professionnels. Et sont parfois, les offres ne sont pas suffisamment identifiées. Et il peut y avoir aussi des réticences ou des difficultés à comprendre parfois les sous-jacents, les mécanismes théoriques de ces modèles. Et donc, il y a toute une dimension de manque de connaissances suffisantes des professionnels qui peuvent le proposer ou diffuser ces connaissances. Et puis, il y a des aspects organisationnels. Il est vrai que parfois, nos offres peuvent être rigides, limitées à certains profils d'enfants ou de parents. Ils peuvent être difficiles à identifier, peu lisibles, peu visibles en termes pratiques. Donc, la question qu'on s'est de plus en plus posée, auquel on était confronté, c'est de dire que ce n'est pas peut-être un problème de motivation de parents à s'engager, mais c'est plutôt de trouver la manière d'être en adéquation avec les besoins des parents et donc de proposer des offres qui soient plus ajustées aux besoins de chaque parent. En effet, dans les études, il existe des données qui montrent qu'un certain nombre de programmes classiques ont une fidélité ou une fréquentation qui est parfois variable, notamment quand l'offre n'est pas tout à fait adaptée aux besoins. Et donc, il y a 3 obstacles qui ont été identifiés, que nous avons identifiés, et qui sont fondamentalement le premier qui est les contraintes organisationnelles.
En effet, un deuxième point qui est la difficulté pour les familles et les parents à se projeter dans un changement. Et puis, un manque de lisibilité dans les offres, que ce soit du côté des parents, mais également des professionnels vis-à-vis de ces possibilités de guidance. Donc, globalement, cela nous a amené à changer de logique, à changer de paradigme. Alors qu'on était initialement parti sur l'idée d'offres relativement standardisées, globalement, le parent doit s'adapter au programme, on a identifié une inversion, un effet de parcours beaucoup plus modulable, dans lequel c'est plutôt l'inverse, c'est que nous essayons d'adapter les programmes aux parents, à leur manière d'être et à leurs besoins, qui sont variables, on l'a déjà vu, en fonction aussi du moment où se trouve le parent dans son parcours et aussi en fonction de l'âge des enfants. Alors, la première stratégie que nous avons identifiée, c'est le fait de créer des équipes dédiées. Et en parallèle, l'idée de trouver une offre lisible et visible pour les parents comme les professionnels. Alors, la première étape, donc, c'était de créer une équipe dédiée, c'est-à-dire différents professionnels qui ont pu dégager, consacrer du temps spécifique à cette activité de guidance qui a une certaine technicité et, comme toute pratique de soins, la nécessité de l'investir, de la coordonner et de l'organiser de façon efficace. Et donc, c'était la première stratégie. Mais en parallèle, nous avons travaillé sur le fait de rendre cette offre lisible avec quelque chose qui a été une étape de créer, par exemple, un site Internet dans lequel l'ensemble des offres de guidance ont été présentées de façon claire, avec des descriptifs, avec des éléments sur le déroulement du parcours, les différentes modalités, que ce soit l'individuel, un groupe, autant pour les parents que pour les professionnels. Et s'appuyer sur un site Internet, c'est utile pour des informations, et ça c'est quelque chose qui se déploie de plus en plus. On a de plus en plus de sites et de lieux dans lesquels l'information peut être recueillie. Mais il y a une deuxième partie qui est très importante, c'est le lien entre le parent et les professionnels avec une individualisation de l'accompagnement pour choisir et identifier la guidance pertinente pour chaque personne. Et en effet, concrètement, nous avons construit un parcours qui fonctionne à plusieurs niveaux, avec plusieurs leviers qui ont été considérés comme déterminants dans l'accompagnement de cette guidance modulable et progressive. D'abord, un travail sur la motivation, avec notamment un appel téléphonique systématique qui peut se déployer si les parents contactent directement via le site Internet le service avec une demande spécifique, mais également si un professionnel de terrain a un parent qui est passé par une plateforme de coordination, un parent qui est passé par un centre d'évaluation diagnostique. Donc, toutes ces voies d'accès permettent d'accéder à un entretien téléphonique individualisé qui permet immédiatement de clarifier les différents modèles de guidance, expliquer en quoi chaque guidance peut avoir un bénéfice ou un intérêt pour un enfant, et donc non seulement l'explication de ce qui est possible, mais ce qui est éventuellement pertinent par rapport aux besoins évoqués par le parent. Et donc, cela a permis immédiatement de réduire le nombre d'absences et d'augmenter fortement l'engagement des parents. Et donc, cette double entrée site Internet, ligne téléphonique avec un entretien individualisé est un premier élément qui devrait être peut-être généralisé pour permettre une amélioration de l'accès aux guidances. Et c'est pour ça que probablement l'intérêt de créer des centres avec un certain niveau de compétences et d'expertise qui puissent permettre une organisation territoriale de ces besoins. Mais ensuite, il y a la question de la diversification de formats pour s'adapter aux besoins et aux contraintes des parents. Donc, nous avons d'abord essayé de personnaliser les orientations en adaptant les dispositifs au profil des parents et pas seulement aux troubles de l'enfant. Donc, les deux doivent être pris en compte simultanément. Et donc, nous avons proposé plusieurs portes d'entrée. Par exemple,
des groupes de courte durée que nous avons appelés les AS, dans lesquels il s'agit par exemple de proposer de façon courte, sur un temps de 2 heures, sur des éléments sur le développement de l'enfant, de façon plus générale, et ce qui peut être parfois utile au début de parcours, quand les parents se questionnent encore sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas dans la trajectoire développementale, ou des groupes plus centrés sur la question des diagnostics d'écart par rapport au développement. Mais par la suite, nous avons développé aussi des ateliers plus thématiques. Par exemple, des groupes plutôt centrés sur le jeu et la communication, la sensorialité, l'alimentation, la question du sommeil, les problèmes de comportement. Et à chaque fois, que ce soit les groupes les plus brèves ou les groupes à thématiques spécifiques, les animer en co-animation avec un parent expert qui permet de transmettre l'information avec ce double accompagnement professionnel et lié à l'expérience et l'expertise vécue, qui favorise la confiance et l'acquisition de compétences de la part des parents. Donc cela permet et aussi, dans certains cas, des séances individuelles pour des parents qui ont des questions spécifiques ou des besoins spécifiques dans leur manière d'accompagner les enfants. Cela permet ensuite d'aller vers une dernière étape, une énième étape, qui est celle d'une orientation personnalisée vers des guidances plus structurées, plus complexes, qui demandent parfois un engagement plus important et qui peuvent arriver pour certains parents très tôt, pour d'autres à la suite d'un certain nombre d'autres étapes qui sont plus des interventions courtes ou thématiques. Et à ce moment-là, donc quelque chose qui a un engagement différent, plus personnalisé, qui tient compte aussi du profil d'apprentissage et d'engagement du parent. Comme le docteur Rêve l'a dit, chaque parent a sa manière de se mettre en rapport avec les compétences et les acquisitions et les apprentissages. Cela aboutit au fait d'avoir des modalités qui sont spécifiques à chaque parent, à la manière d'être du parent. Par exemple, on peut imaginer que certains parents soient davantage dans un besoin d'action, c'est-à-dire de s'impliquer concrètement, d'être dans un engagement avec l'enfant d'une manière active. Et donc, par exemple, certaines modalités de guidance parentale, comme l'intervention précoce de Denver parentale, permet d'être ciblé sur le jeu, un individuel avec l'enfant, ce qui permet à certains parents d'avoir un engagement actif et un sentiment d'améliorer la compétence d'interaction ayant un rôle actif. Mais il y a aussi d'autres parents qui, par exemple, ont davantage une manière de se mettre en rapport avec les difficultés de leur enfant qui est plus réflexive, qui ont besoin de prendre plus de recul, de réfléchir à la manière d'intervenir auprès de l'enfant. Et il y a des techniques, par exemple, comme le pacte, qui est ciblé sur la communication, sur l'ajustement interpersonnel, sur la synchronisation, mais qui se font davantage en individuel par un travail avec un intervenant de guidance, par l'observation et l'analyse de séquences vidéo, ce qui permet de jouer avec l'enfant enregistré à la maison, ce qui permet aux parents d'avoir cette posture réflexive qui, par la suite, permet de se multiplier dans les interactions de jeu avec l'enfant. Et puis, il y a d'autres enfants, d'autres parents qui peuvent bénéficier d'une stratégie davantage de modeling. Et donc, par exemple, pour des enfants qui présentent des troubles du comportement, le modèle, par exemple, Ruby, permet en individuel et en groupe, et en présentiel ou en distanciel, d'agir sur des cibles comportementales avec des propositions de modeling que le parent peut agir, reproduire et au fur et à mesure maîtriser de plus en plus. Donc on voit que c'est un ajustement au niveau du contenu, c'est un ajustement au niveau du format, mais aussi un ajustement au mode d'apprentissage qui sont en lien avec l'expérience et la manière d'être du parent. Ce qui est important dans ce modèle modulable et progressif, c'est que ces formats permettent un engagement progressif du parent sans pression, sans urgence posée par l'extérieur, mais suivant le rythme propre du parent. Donc, c'est des parcours qui ne sont pas linéaires,
Mais c'est plutôt des parcours dans lesquels les parents peuvent rentrer, sortir, revenir, s'ajuster, selon leur niveau d'avancement, que ce soit un pré-diagnostic, un post-diagnostic ou dans l'évolution, parce que le propre des troubles du neurodéveloppement, c'est de rencontrer de nouveaux défis à chaque étape du développement. Et probablement, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, en réalité, il s'agit moins d'un programme, mais plutôt d'un espace dans lequel les parents circulent. Ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Donc, si je devais terminer, je le ferai par 3 idées qui me sembleraient importantes à retenir dans le développement de ces stratégies de guidance et de nos organisations de guidance. C'est d'abord que les guidances doivent être non seulement disponibles en théorie, mais accessibles en pratique. C'est-à-dire que la guidance doit être concrètement atteignable par chaque parent et disposer de plateformes où l'information est identifiable, mais aussi la possibilité de dialoguer avec des professionnels qui guident dans la décision autour des meilleures stratégies individualisées me semble essentiel. Secondairement, l'engagement du parent n'est pas d'emblée présent, n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec le soutien de professionnels, experts et formés à la guidance, qui peuvent ajuster avec flexibilité les propositions de soins. Et enfin, qu'il ne s'agit pas de programmes uniquement standardisés qu'on adopterait ou on appliquerait de façon un peu homogène, mais il s'agit davantage de parcours, donc de quelque chose qui est visible, modulable, et qui est porté par des professionnels formés qui s'engagent effectivement dans ce type d'accompagnement. Merci. Merci beaucoup. On aurait envie de vous applaudir, mais nos internautes sont en ligne et du coup, on ne peut pas les entendre. Merci en tout cas et on vous applaudit chaleureusement. On a regardé du coup, avec Sylvie Chaucron, là, un certain nombre de questions qui sont arrivées pour nos intervenants de cette première table ronde. Oui, et c'est super parce qu'on a de plus en plus de questions et vous êtes de plus en plus à être concernés pour pouvoir répondre. On a une première question sur la pluridisciplinarité. Est-ce qu'il arrive que plusieurs cliniciens puissent collaborer autour d'un même programme de guidance pour une même famille, différents paramédicaux, un médecin et des paramédicaux? Donc, je ne sais pas qui veut répondre au choix. Alors, les troubles du neurodéveloppement concernent plusieurs lignes développementales. Donc, la complémentarité et la multidisciplinarité est un concept de base de l'approche de l'intervention avec les troubles du neurodéveloppement. Donc, oui, plusieurs professionnels peuvent collaborer ensemble, d'où l'intérêt d'avoir des équipes dédiées, parce que chaque professionnel peut avoir une compétence propre qui peut être plus spécifique pour un problème que rencontre l'enfant. Et on ne peut pas avoir toutes les compétences simultanément. Même s'il y a une certaine transdisciplinarité, il y a des compétences liées à la pratique. Et puis, à certains, selon les moments aussi du parcours, des compétences différentes peuvent être pertinentes. Cela dit, certains de ces compétences de guidance, certaines méthodes de guidance, peuvent être acquises par différents professionnels qui ont la possibilité de le déployer de la manière la plus pertinente possible, que ce soit des orthophonistes, de psychomotriciens, des psychologues, de médecins. Donc la compétence technique ne limite pas la possibilité de déployer différents types de guidance. Super, je ne sais pas si quelqu'un... Non. Parfaite réponse. Il y avait une question sur la possibilité de former, enfin de guider non seulement les parents, mais aussi les fratries. Donc moi, j'en avais parlé un tout petit peu avant. Nous, c'est vrai qu'en général, on forme vraiment toute la famille. Et s'il y a des enfants, même plus grands que l'enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, on peut l'impliquer aussi. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur votre expérience dans la guidance, par exemple, de grands frères, grandes sœurs d'un enfant avec TND qui se serait impliqué avec ses parents dans un programme de guidance? Je peux donner une première réponse, puis je passerai la parole à mes collègues. Oui, mais il faut penser à des programmes spécifiquement dédiés à ces fratries. Nous avons, par exemple, à Versailles, un programme qui est plutôt pour des problèmes comme le docteur Purper évoquait sous les troubles du comportement sévère, dans lequel on forme les fratries qui sont exposées à une grande souffrance et qui sont parfois
un peu mis de côté par la réalité du quotidien. Et donc, on doit adapter les programmes avec des systèmes plus ludiques, plus interactifs, de durée plus courte, pour transmettre les mêmes contenus, mais d'une manière plus accessible. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Non. C'est Mario, le porte-parole. On a beaucoup de questions sur la formation. Comment se former à la guidance, comment savoir quels sont les programmes qui sont vraiment des programmes certifiés. Donc moi, je vais donner une première réponse qui est que dans le livret de guidance, on s'est attaché à mettre les références bibliographiques, à citer les méthodes et à citer leur niveau d'évidence, de preuves scientifiques. Et donc vous retrouverez dans le livret qui a été édité par la délégation ces références sur ces programmes de guidance. Ensuite, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je vais faire une première réponse. C'est un sujet très délicat. Nous sommes tous ici très impliqués dans le développement de pratiques de soins validées par l'épreuve, donc avec une forte valeur scientifique. Il y a un souci que beaucoup de ces programmes scientifiquement validés ont des copyrights qui peuvent être contraignants pour la diffusion de ces connaissances. Donc c'est là qu'il y a un équilibre délicat entre, oui, il y a des programmes qui sont validés, pour lesquels nous sommes, certains d'entre nous, formés et validés pour les proposer, mais ça limite la diffusion. Et donc, d'un côté, il faut insister sur ces programmes validés. De l'autre côté, comme l'a évoqué Diane, il faut aussi travailler aussi sur des principes contenus dans ces modèles qui peuvent être diffusés de façon plus large pour devenir plus accessibles. Si je reprends la question de l'accessibilité par rapport à la théorie, si on n'a pas cette stratégie aussi d'utiliser les principes pour diffuser des pratiques de façon plus large, on est confronté à une limitation qui est vraiment majeure. Je voudrais rajouter quelque chose sur les formations initiales des différentes personnes. Il y avait une question d'ailleurs là-dessus. Alors c'est ça, je pense aussi, le nerf de la guerre, pour diffuser les bases, peut-être pas d'emblée aller sur les programmes les plus spécifiques, mais enfin les bases. Et là, on a vraiment besoin d'être, de se mettre un peu en mouvement là-dessus, parce que on a l'impression qu'on doit parfois, par des formations à la guidance plus structurées, pallier à des choses qui auraient dû être dans la formation initiale alors j'ai pas envie de citer, mais enfin c'est de beaucoup de professionnels, et ça permettrait finalement d'avoir non seulement pour les parents une plus grande cohérence, une plus grande ils n'auraient pas besoin d'aller peut-être parfois jusqu'à un service spécialisé, parce qu'ils auraient pu déjà avoir les ingrédients ou à l'étranger parfois. Ou à l'étranger. Enfin, c'est ça que je pense que là, si j'ai insisté sur le problème de l'accessibilité par la visio et de l'accessibilité par le fait de créer des modèles de valorisation, notamment dans le champ sanitaire et médico-social, parce que ce n'est pas le cas. On se creuse la tête pour savoir comment faire, mais à l'autre inverse, on voit aussi que de temps en temps, il y a on a l'impression que du coup le vocable guidance parentale ouvre une sorte d'infinité des possibles, mais pour des gens qui proposent quelque chose qui répond à aucun cahier des charges. Bien sûr. Donc nous, ça nous inquiète aussi beaucoup. Bien sûr. Donc on a vraiment besoin, je pense, de l'aide, et merci je pense vraiment merci à la délégation interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement d'avoir mis les pieds dans le plat sur cette thématique. Mais maintenant, il va falloir gérer la suite. Oui, et je pense que le point important, c'est justement, au cours d'une journée comme aujourd'hui, on valorise les aspects vraiment scientifiques, techniques, standardisés, même s'il y a des adaptations possibles, ça permet aussi aux enseignants de s'emparer de ces sujets-là et de les mettre à l'honneur aussi dans les formations initiales, parce que c'est vrai que si on considère que la guidance, c'est juste donner un conseil par-ci par-là et juste discuter avec les parents, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais plus on montrera que le contenu est un contenu spécifique, même s'il est adaptable,
techniques avec des formations valorisées, plus on reconnaîtra ce domaine-là. Et pour toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre sur le financement, ben c'est vrai aussi que le financement va de pair avec une reconnaissance aussi d'un cadre établi, spécifique, avec des formations dédiées. Stéphane, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais juste rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est tous attachés au niveau de preuve donc, de différents programmes, mais c'est vrai qu'on est aussi attaché finalement, au vu de tout ce qu'on a pu lire dans la littérature, sur l'importance de l'implication des parents. Et donc c'est ça le nerf de la guerre, à mon avis, qu'il faut considérer donc, quand on essaye d'évaluer les différents programmes. Ça, c'est le premier point. Et la nécessité quand même et tu viens de leur dire, de personnalisation de ces programmes pour s'adapter aux besoins de l'enfant. Et ça, c'est important. Et ça peut nous limiter quand on est très scientifique et jusqu'au boutiste sur les niveaux de preuve, parce que finalement, quand on regarde un petit peu la littérature, c'est vrai que sont inclus dans ces programmes, et même s'ils sont... donc il y a des essais randomisés, comme ça, je l'ai montré tout à l'heure, les groupes de malades... Les groupes de parents qui sont inclus, ils sont inhomogènes par définition. Bien Donc, sûr. on n'a pas de groupe homogène de malades. Et au bout du compte, on n'a pas suffisamment de personnes, enfin de parents inclus dans les études pour pouvoir montrer que c'est bénéfique pour tel ou tel type de parents. Parce qu'en plus, on tient rarement en compte dans ces essais randomisés de l'antériorité, des facteurs de risque qui sont parfaitement identifiés dans les études épidémiologiques. Alors merci Stéphane, parce que ça fait la transition avec la question suivante, qui était justement une question purement scientifique. Comment peut-on mesurer les effets de la guidance si les programmes sont adaptables ? Si on peut proposer quelque chose de spécifique, d'individualisé à une famille. Donc là, je réponds dans la continuité de ce que vient de dire Stéphane. D'abord, il y a ces deux mondes, malgré tout, différents. Le monde de la recherche, avec un essai clinique, des facteurs qu'on contrôle, des groupes, des patients qui sont inclus, parfois en simple aveugle même, parfois pas. Il y a des protocoles scientifiques avec des articles sur lesquels on va pouvoir mesurer. C'est pas parce que dans notre pratique clinique, évidemment, même moi qui suis chercheur au quotidien, je fais pas un essai clinique toute la journée avec les patients que je reçois en consultation. Et donc c'est pas parce qu'on va adapter dans notre pratique des protocoles qu'on ne peut pas malgré tout mesurer des effets, parce qu'un patient peut être son propre contrôle, et donc on peut tout à fait comparer l'évolution d'un patient avec ou sans guidance. On peut aussi avoir des groupes, comme le disait Stéphane, qui ne sont pas des groupes homogènes. Alors certes, on ne publiera pas dans le New England notre essai clinique, mais on peut quand même mener des recherches, et c'est ce qu'on fait quand on fait de la recherche clinique. Je vois Mario qui acquiesce. Tous nos étudiants qui peuvent faire des mémoires de master ou des thèses sur des sujets avec des populations atypiques, parfois il va y avoir des adaptations de fait, mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra pas mesurer des effets. Donc quand on parle d'adaptation, on ne parle pas non plus de modifier complètement le contenu du programme ou le protocole qu'on propose. On l'adapte aux patients et à la famille, ce qui est un peu différent. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Le professeur Marais a évoqué l'importance des études de groupe avec toutes les biais qui existent. Les biais et les contraintes. Et de l'autre côté, tu as évoqué l'adaptation individuelle aux patients. Entre les deux, il y a aussi des modalités de recherche qui sont sur des situations spécifiques, des techniques qu'on appelle le SCED, le Single Case Experimental Study, dans lesquelles on multiplie les moments d'évaluation. Donc on peut faire des évaluations sur des petits échantillons beaucoup plus fins. Et donc, notamment en rééducation, c'est quelque chose qui est fait régulièrement. Il y a toute une gamme, seule ressource. Voilà, il y a toute une gamme de manières d'évaluer l'efficacité d'intervention et de les adapter. Exactement. On n'est pas obligé de faire des grands essais cliniques randomisés en double aveugle. On a aussi d'autres moyens de mesurer les effets. C'est un problème général de la recherche en général, c'est l'implémentation des pratiques de soins. Il y a un écart entre les études faites en laboratoire, entre guillemets, et la vraie vie. Et l'application et l'implémentation de stratégies en situation pratique nécessite des études complémentaires, mais c'est la vie de tous les jours, c'est quelque chose sur lequel il y a des méthodologies qui sont... Exactement, on a les moyens malgré tout de mesurer l'efficacité d'un programme. Oui, et peut-être pour rajouter sur cette notion d'adaptation,
L'adaptation, elle peut se faire aussi, comme l'a décrit Mario Speranza, au tenter qu'est-ce qu'on va proposer aux parents. Donc on pourra lui proposer une guidance validée ou bien une autre en fonction des besoins, en fonction de ses attentes. Et puis même dans cette guidance qui aura été validée de façon un petit peu globale, en fait on s'aperçoit qu'au sein même de ces guidances, il y a beaucoup d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses assez généralistes, des choses fondamentales, mais en fait on a quand même une grosse marge de manœuvre d'adaptation. C'est pas aussi figé que ça, c'est pas parce que c'est protocolisé qu'on fait toujours la même chose. Hein. Donc ça faut vraiment pas avoir cette idée-là, parce que sinon on va opposer l'adaptation vraiment au plus proche des besoins du parent et puis quelque chose qui serait très rigide. Non, l'hyper-standardisation. Hyper-standardisé. Donc non, même dans ces protocoles standardisés, je pense que oui, dans le TDAH comme dans le TSA, en fait, il y a une grande marge de manœuvre. Exactement. Mais c'est au travers des fondamentaux qu'on va transmettre, à travers également les modalités d'apprentissage, comme j'en parlais tout à l'heure, que là, on va avoir des guidelines assez organisés, et souvent avec une fidélité au modèle qui est traçable, qui est bien tracé, bien repéré, et qui n'est pas forcément en lien avec le contenu même de ce qui est transmis, mais surtout avec la façon dont c'est transmis. Merci. Je voulais juste ajouter un mot sur le fait que le fait de bien respecter un cahier des charges n'exclut absolument pas une certaine créativité au sein même de ce heureusement. Parce que et au contraire même. On serait des intelligences artificielles au service. Et on peut être rigoureux et essayer de trouver des solutions peut-être créatives ou innovantes. Et dans les formats de groupe, ce qui est très très intéressant, c'est que c'est dans la dynamique de groupe, y compris en ligne, c'est très intéressant de voir à quel point les chats sont très très actifs et regorgent d'idées qui vont être éventuellement reprises par les animateurs du programme comme étant des exemples de mise en place. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus souple que ce qu'on pourrait imaginer, tout en restant quand même dans un cadre précis. Voilà, donc et heureusement, parce que cette souplesse, elle autorise la richesse aussi de ce qu'on va proposer. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un clinicien et pas un programme informatique, juste une machine. On est tous d'accord. Alors, il y avait des questions sur comment trouver des cliniciens qui pratiquent la guidance, comment trouver des programmes. Je pense que cette journée aujourd'hui, et je remercie aussi la délégation interministérielle aux troubles du neurodéveloppement, elle fait acte, elle suit ce livret qui est vraiment destiné à ouvrir de manière quand même assez cadrée et encadrée ce sujet de la guidance. Et il faut espérer qu'au fur et à mesure, non seulement les institutions, la MDPH, mais aussi les associations vont s'emparer de ce sujet-là et vont pouvoir permettre au plus grand nombre de profiter de ces programmes de guidance. Il y avait des questions aussi sur la nécessité d'informer le personnel déjà en maternité sur les troubles du neurodéveloppement, sur le repérage. Vous savez sans doute qu'il y a maintenant un programme qui s'appelle le programme des 1000 jours, qu'il est destiné justement à guider les parents d'enfants tout venant, et que dans ce cadre-là, c'est vrai que unir nos forces entre ce programme-là et les gens qui travaillent dans le domaine des troubles du neurodéveloppement, c'est aussi une bonne chose pour pouvoir informer le plus grand nombre. Et tout à l'heure, Diane Purper-Wakil parlait de la problématique associée des écrans. Et c'est vrai que moi, je suis aussi très mobilisée sur ce sujet. Et on pourrait imaginer de manière générale une prévention et une guidance et un repérage des anomalies de la trajectoire neurodéveloppementale pour tous ces domaines qui ne sont séparés que sur le papier, en fait, parce qu'on parle de développement de l'enfant, quel que soit l'aspect qui est considéré. Juste pour évoquer et continuer sur cette question du dépistage, je pense que dans toutes les stratégies que nous sommes en train de mettre en place, le dépistage s'associe à des interventions. C'est pas juste la question d'identifier, mais qu'est-ce qu'on fait quand on identifie. Surtout. Et puis voilà, et puis éventuellement plus ou moins technique et plus ou moins spécialisé en fonction aussi de la place dans laquelle on est. Merci. Je voulais juste rajouter un commentaire sur l'aspect prévention et en maternité, parce que c'est quelque chose effectivement qui est très important, mais c'est un sujet qui est quand même très complexe, parce que diffuser
une multitude d'informations, y compris sur les troubles le repérage des troubles du neurodéveloppement, c'est quand même pas simple, hein. Il faut voir qu'aujourd'hui, les mamans en maternité, elles restent 2 jours et demi, à peine 2 jours et demi, hein, et donc en 2 jours et demi, elles vont voir passer dans leur chambre la sage-femme, la puéricultrice, le médecin, le pédiatre, et donc les auxiliaires puériculture, et tout un tas de personnes qui vont, entre guillemets, l'abrutir d'informations qui vont pas forcément être délivrées de la même façon, et c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui il faut faire la prévention de la mort subite du nourrisson, la prévention du secouage du bébé, la prévention des troubles du neurodéveloppement, le repérage précoce des troubles du neurodéveloppement, le calendrier vaccinal, le dépistage néonatal qui devient de plus en plus complexe puisqu'on en est à 25 maladies dépistées aujourd'hui, hein, et donc et ça va encore augmenter l'année prochaine, et donc c'est vraiment quelque chose, un problème énorme. Et c'est vrai que, en tout cas, les pédiatres et les sages-femmes n'ont pas le temps nécessaire pour délivrer des informations qui soient entendables par des femmes qui sont épuisées par l'accouchement, parce qu'elles ont passé la première nuit avec l'enfant accroché sur le sein, hein, et donc c'est vraiment c'est pas simple, hein. Et donc c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur les PMI. Je crois qu'il est vraiment grand temps de valoriser de nouveau ce système de prévention qui marchait de façon très efficace pendant toute une période, et donc la protection maternelle et infantile qui devrait s'appeler la protection parentale et infantile. Tout à fait. Merci. Et alors, j'ai très court. Voilà, on va être très rapide parce que c'est une question très importante parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la notion de parents, de parents experts. Et donc, attention, nous, aujourd'hui, on parle de guidance parentale. Ça s'adresse à tous les parents. Il y a par ailleurs maintenant des formations de parents experts, comme il y a des formations de patients experts. Il y a même un DU qui existe. Mais là, la question n'est pas de rendre les parents experts, c'est de proposer des programmes de guidance parentale pour les soutenir lorsqu'ils ont un enfant qui ne suit pas la trajectoire développementale. Voilà, c'était juste pour... parfait. Merci beaucoup de cette intervention brève. On fait une toute petite pause et on se retrouve à 15h55, précise, si ça vous va, si ça va à tout le monde. Ça nous fait 8 minutes, exactement. On se dit à tout à l'heure, 15h55, précise, à tout de suite.